Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV. Nous serons avec maître Laurent-Franck Liénard. Il est l'avocat du policier, auteur du tir qui a tué le jeune Naël il y a près de 2 ans. Maintenant, le parquet de Nanterre a ordonné cette semaine le renvoi de son client devant les assises pour homicide volontaire, c'est-à-dire en l'occurrence pour meurtre. Une décision qui suscite l'indignation, la colère des syndicats de police, la colère également de la défense de l'agent mis en cause. On en parle dans un instant. Peut-on encore critiquer la faiblesse de notre politique vis-à-vis d'Alger? C'est la question que pose dans une tribune au Figaro la présidente et le secrétaire général du comité de soutien à Boualem-Sansal, Arnaud Benedetti et Noël Lenoir réagissent aux propos de Jean-Noël Barrot qui accuse l'ancien ambassadeur de France à Alger d'être devenu un porte-parole de l'extrême droite. Noël Lenoir sera avec nous. Et puis nous reviendrons sur l'édition déjà historique de ce Roland-Garros 2025. Le public français est certes orphelin de Rafael Nadal, mais il a vibré tout au long de cette quinzaine autour des exploits de Loïs Boisson. C'est pas terminé cette quinzaine, même si Loïs Boisson s'est fait sortir hier en demi-finale de Roland-Garros. On parlera de ce tournoi, de cette édition 2025 avec un grand passionné. Il n'a pas raté une miette de cette édition. Nelson Montfort sera avec nous, ce sera en troisième partie. Et les magistrats instructeurs ont donc suivi les réquisitions du parquet de Nanterre dans le cadre de l'affaire Naël, ce jeune homme de 17 ans qui avait été tué, vous vous en souvenez, le 27 juin 2023 d'une balle tirée à bout portant lors d'un contrôle de police dont il avait tenté de se soustraire. Le policier auteur du tir doit donc être jugé pour meurtre. C'est en tout cas ce que demandent les juges d'instruction dans ce dossier qui est évidemment extrêmement sensible. On est avec son avocat, maître Laurent-Franck Liénard. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Les juges d'instruction donc ont tranché dans cette affaire. C'est devant la cour d'assises que doit être jugé votre client, l'agent de police Florian M, auteur donc du tir mortel contre Naël en juin 2023, décision qui suscite évidemment votre incompréhension, votre colère. Vous sollicitez un non-lieu et c'est vrai qu'on en est loin à ce stade. Comment réagissez-vous à cette décision des juges d'instruction ? Alors ce n'est pas surprenant, mais c'est très décevant, parce que nous avons tout apporté. Nous avons apporté des éléments techniques, nous avons apporté des éléments juridiques. Mon client a répondu à toutes les questions, il a répondu convenablement, il a expliqué son geste, il a expliqué pourquoi il l'avait fait. Et nous avons été entendus, parce que ces magistrats instructeurs sont des gens intelligents, ils ont compris ce que nous leur disions, mais finalement, ils rendent une ordonnance qui est une ordonnance très décevante sur le fond. Et pourquoi n'êtes-vous pas parvenu à les convaincre alors ? Parce que je pense que ça bloque totalement. La justice s'est pris les pieds dans le tapis dès le début dans ce dossier. La justice a entendu le président de la République qui, dès le lendemain des faits, disait que c'était une faute inexcusable. Et la machine à broyer les gens, parce que la justice c'est une machine à broyer les gens, elle s'est mise en route et elle s'est emballée. La justice est une machine à broyer les gens, la justice de manière générale ? De manière générale. C'est une administration déresponsabilisée. Mais c'est une accusation qui est quand même assez forte. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Ce qui me fait dire ça, c'est que ça fait 33 ans que je suis avocat et que je les vois tous les jours, les magistrats. Tous les jours, je fréquente les tribunaux, les cours d'assises, les cours d'appel. Et donc, je sais que c'est une administration déresponsabilisée. Je sais que les gens qui prennent les décisions de justice aujourd'hui sont des gens qui n'en sont pas comptables. Et je sais aussi que selon que vous comparaissez devant un juge ou devant un autre, la décision peut être totalement différente. Sur cette affaire, l'affaire de M. Merzouk, parce que moi je refuse de l'appeler Naël, mais l'affaire de M. Merzouk, nous avons des magistrats instructeurs qui certainement subissent une pression énorme, une pression politique. Pression de la part de qui ? Une pression sociale. Je pense qu'ils sont sous pression, parce que s'ils se démarquent de cette pression, ils sont bien obligés de reconnaître que le tir a été fait dans le cadre de la loi et que dans le cadre de la loi, on ne peut pas condamner quelqu'un. Alors précisément, parce qu'il faut être précis, je vous lis cet extrait de l'ordonnance donc de renvoi des juges d'instruction. Rien ne démontre que Florian M, votre client, était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. C'est-à-dire que les juges d'instruction ne contestent en rien dans l'absolu la possibilité pour un policier de faire usage de son arme. Ce qui met en cause, c'est le principe de proportionnalité dans cette situation précise. Que leur répondez-vous ? On va être très clair, la question n'est pas tellement la proportionnalité, puisque moyen létal contre moyen létal, le fait d'utiliser une arme à feu contre une personne qui veut écraser quelqu'un... En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans l'ordonnance. Oui, non, mais...
Le problème n'est pas la proportionnalité, le problème est celui de la nécessité, et de l'absolue nécessité qui est sollicitée tant par la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 435.1, puisque nous parlons de celui-ci, du Code de la sécurité intérieure. Cet article dit que le policier peut faire usage de son arme quand il y a un refus d'obtempérer qui met en danger la vie des autres, lorsqu'il est susceptible donc de mettre en danger la vie des autres, mais surtout lorsque c'est absolument nécessaire. Et les juges disent ça n'était pas absolument nécessaire parce que, et c'est l'argument qui me fait bondir, parce qu'il y avait d'autres moyens d'arrêter la voiture. Et ça, vous voyez, ça n'est pas audible, parce que le parquet avait pris des réquisitions. Dans le cadre de ces réquisitions, le parquet disait qu'il y avait d'autres moyens d'arrêter la voiture. On pouvait tirer dans les pneus ou tirer dans le capot moteur. Nous avons démontré par des expertises que tirer dans les pneus, ça ne sert à rien, et que tirer dans le capot moteur, ça n'est pas efficace. Donc, ces deux arguments du parquet, nous les avons rejetés par expertise. Et que nous répondent les magistrats instructeurs, il y avait d'autres moyens. Alors peut-être une intervention divine, peut-être, je ne sais pas quel autre moyen. Quel est l'état d'esprit de votre client aujourd'hui? Est-ce que, pour être très concret, si c'était à refaire, que ferait-il? Alors, après avoir passé 4 mois et demi en détention, après avoir vécu ce qu'il a vécu, et avec l'épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête, je pense que, comme tout être humain, il laisserait partir cette voiture et il laisserait tuer des gens. Mais aujourd'hui, au fond de lui-même, il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret parce qu'il est persuadé, et il en a raison, il est persuadé d'avoir sauvé des vies ce jour-là. Il est persuadé de n'avoir pas violé la loi, d'avoir pris la bonne décision. La bonne décision. Vous savez, c'est un homme qui est un homme d'expérience, c'est pas un gamin. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a été militaire, il a été déployé en Afghanistan. Il n'a jamais tiré une seule fois sur quelqu'un. Il a été policier, il a été confronté à de multiples refus d'obtempérer, il n'a jamais tiré. Il a sorti son arme des centaines de fois, jamais il n'a tiré. Et ce jour-là, en une fraction de seconde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'un quart de seconde. Dans le quart de seconde, il se dit, si je laisse cette voiture partir, il va faire un strike, et c'est son expression. Il va faire un strike. C'est-à-dire qu'à 50 mètres, il y a un passage piéton, et il y a des gens sur le passage piéton, on les voit sur la vidéo. Et à 100 mètres, il y a la place Nelson Mandela, il est 8h40 du matin, il y a énormément de cyclistes, de trottinettes, de poussettes. Il dit, mais je dois protéger ces gens-là. Donc, il est dans une situation où il décide soit de tirer, soit de ne pas tirer. S'il décide de tirer, il sait qu'il va blesser gravement cette personne. Il ne veut pas la tuer. Mais il sait qu'il va mettre une balle dans un corps et que, évidemment, il va y avoir une blessure grave. Et c'est un drame. Et c'est un drame. Mais s'il ne tire pas, il sait que derrière, il va y avoir des gens en fauteuil roulant ou morts. Il le sait parce que, quelques minutes avant, il a vu une femme traverser un passage piéton et être obligée de repartir avec des enfants, de repartir très vite pour échapper à la voiture. Et ça s'est passé en quelques secondes. Et il a vu surtout un cycliste. Et quand il voit le cycliste, les deux motards disent la même chose. Les deux motards disent on ferme les yeux parce qu'on ne veut pas voir la percussion. La voiture, elle roule à 116 km/h dans les rues de Nanterre. Il y a un cycliste qui arrive et ça passe à 1 cm du cycliste. À 1 cm. Et mon client, il dit je ne peux pas laisser ça se reproduire. Parce que là, on a eu de la chance. Mais dans 5 secondes, il va en tuer un. Vous craignez qu'avec cette affaire, eh bien, on finisse par avoir des policiers qui, finalement, dans certaines situations, préfèrent fermer les yeux, détourner le regard, pour ne pas prendre le risque eh bien, de se retrouver peut-être devant les tribunaux, peut-être même en prison? Mais c'est bien pire que ça. Le raz-de-marée de cette affaire, ce n'est pas seulement sur certains refus d'obtempérer les policiers qui décident de ne plus tirer ou de reculer et puis de laisser faire. C'est une vague de démission. C'est que les policiers, les gendarmes, pour beaucoup, maintenant, ils quittent l'institution. Ils vont faire autre chose. Parce que ce sont des gens qui, tous les jours, risquent de perdre la vie, de donner la mort et de perdre leur métier. Et maintenant, 4e notion que nous n'avions pas avant, ils risquent d'aller en détention. Ils risquent donc de ne plus voir leur famille, de ne plus embrasser leurs enfants. Je suis désolé, mais prendre ce risque-là pour assurer la sécurité du peuple, la police, les policiers, ils veulent plus. Revenons sur cette décision des juges d'instruction. Est-ce que, fondamentalement, est-ce vraiment une surprise quand on voit notamment l'émoi qu'a suscité eh bien, le décès de Nahel, les émeutes ensuite qui eh bien, se sont déroulées un peu partout en France. On verra bien, évidemment, ce que dit le procès. Mais votre client pouvait-il vraiment échapper aux assises? Alors,
Avec l'application du droit, il devait y échapper. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction courageux et impartial devait examiner les faits, devait examiner le cadre juridique et devait dire effectivement, par rapport à, sauf à vider de sa substance le texte, par rapport au texte, nous sommes dans les clous. Et donc, je ne peux pas renvoyer un policier devant une cour d'assises, à charge pour la partie civile de relever appel si elle souhaite, de saisir la cour d'appel, mais je ne peux pas renvoyer ce policier devant une cour d'assises parce que je n'ai pas de charge suffisante qu'il ait commis une infraction. Ça, c'est la version courageuse et la version impartiale. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans un cadre où soit les juges d'instruction, les deux qui ont signé cette ordonnance, ont manqué de courage, soit ils n'ont pas été touchés par l'impartialité qu'on attend d'un juge. C'est important parce que vous ne dites pas les juges d'instruction se trompent sur le terrain du droit, ils ont peut-être mal interprété ce qui s'était passé. Vous dites non, il y a un problème d'impartialité, un problème de courage. Oui, tout à fait. Je pense que les dés étaient pipés depuis le départ dans ce dossier. Pourquoi ? Parce que nous avons... Il se trouve que je suis spécialisé dans l'usage des armes. Nous traitons 2 ouvertures de feu par semaine. Sur le territoire national, dom-tom compris, et nous voyons énormément de juges d'instruction dans ce type d'affaires. J'ai beaucoup de juges d'instruction qui m'ont dit « moi, je ne l'aurais jamais mis en examen ». C'est une absurdité. J'ai des magistrats du parquet général d'une cour d'appel qui me disent « mais faites appel, on va vous soutenir ». Parce que c'est inadmissible ce qui se passe. La mise en détention, vous savez, cette mise en détention qui a été acclamée par les banlieues, elle a beaucoup choqué nombre de magistrats qui ont dit non, ce policier n'a rien à faire en détention. Et donc, je vous le dis, ce dossier, il est pipé depuis le départ. Et finalement, le renvoi devant une cour d'assises, ça pourrait presque être salvateur pour mon client, parce qu'on va se retrouver devant un jury populaire. Et ce jury populaire, il va pouvoir faire la part entre la décision prise par un policier dans l'exercice de ses fonctions avec une arme que lui remet l'État pour protéger les citoyens, et la décision prise par Monsieur Merzouk, qui, alors qu'il a un policier sur le capot, qu'il a déjà refusé d'obtempérer, qu'il a déjà 15 mentions au traitement des antécédents judiciaires, et que 2 jours avant, il comparaissait déjà devant le tribunal de Nanterre pour tente ce jour-là de se soustraire de ce contrôle. Ce jour-là, il décide d'avancer. Il décide d'avancer alors qu'il a un policier sur le capot qui le braque avec son arme de service. Enfin, cette décision-là, c'est la sienne. C'est celle de M. Merzouk. Vous avez annoncé, maître Laurent Franck-Liénard, votre décision de faire appel, votre volonté en tous les cas de faire appel de cette ordonnance de renvoi devant les assises. Vous l'avez fait ? Oui, c'est fait. Est-ce que vous pensez avoir vos chances, j'imagine que oui, sinon vous ne le feriez pas, que la Cour d'appel revienne sur cette décision ? Alors oui, bien évidemment, devant la Chambre de l'instruction, la procédure est écrite. Nous allons donc réécrire. Mais quelles sont vos chances que cela aboutisse ? Je vous dirais que dans un univers normal, impartial, dans le cadre du respect du droit, nous avons 100% de chances de réussite. En justice française, les pourcentages sont bien moindres. Et je vous dirais que dans cette affaire précise, nous sommes à moins de 50%. Mais nous sommes à moins de 50% parce qu'il y a une pression politique et parce qu'il y a une pression médiatique. Alors que dans d'autres dossiers qui sont tout aussi graves, où des gens sont morts, la justice accepte d'appliquer le droit. Dans ce dossier précis, on refuse d'appliquer le droit. Mais à un moment, il va bien falloir l'appliquer. Il y a une victime dans cette affaire et c'est Naël. C'est ce que dit la mère de ce jeune homme décédé il y a 2 ans, Naël Merzouk. Qu'avez-vous envie de lui dire à sa mère ? Alors, évidemment, Monsieur Merzouk est décédé et évidemment, c'est un drame. Évidemment, un gamin de 17 ans n'a rien à faire à la morgue. Rien à faire à la morgue. Maintenant, Monsieur Merzouk, il a pris sa décision. Et tout jeune qu'il était, tout petit fou comme on peut l'être à cet âge-là, il savait très bien ce qu'il faisait quand il a décidé de repartir. Et je vous rappelle qu'il avait un policier sur le capot. Il savait très bien qu'il manquait aussi d'écraser ce policier, qu'il le mettait en danger en repartant. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui dire, votre fils a fait son choix, et son choix n'était pas le bon. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais il s'est exposé à l'usage de la force par la police. Et s'il est décédé, c'est de ce fait. 100% des gens qui s'arrêtent à un contrôle, ça se passe très bien. 100% ?
Mais oui, tous les gens qui s'arrêtent quand on leur demande de s'arrêter, ça se passe très bien. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Si vous vous êtes déjà fait contrôler par la police, moi je roule un peu vite. Quelquefois, je me fais arrêter par la police. La première chose que je fais quand je vois le policier ou le gendarme, c'est que je lui dis bonjour monsieur. Oui. Et ça se passe toujours très bien. Effectivement, il y a l'application de la loi. Effectivement, on peut perdre des points. Ça se passe toujours très bien. Mais il est quand même pas rare de voir des agressions envers des agents dépositaires de l'autorité publique, envers en particulier des policiers. Ça a été le cas encore récemment dans l'actualité suite à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les débordements. Et vous avez vu d'ailleurs que Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, eh bien lui, il appelle à la suppression du sursis en cas d'agression envers un représentant de l'État. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Alors, je pense qu'il faut se garder de toute généralité. Il faut, à mon avis, que la justice devienne plus ferme. Plus ferme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui comparaît devant un tribunal doit avoir peur de cette comparution. C'est plus le cas aujourd'hui ? Ça n'est plus le cas du tout. Maintenant, comparaître devant un tribunal... il se trouve que j'y suis tous les jours. Si les citoyens venaient un jour au tribunal correctionnel, ils seraient épatés par le tapis rouge que l'on déroule aux délinquants et l'impunité totale dans laquelle se promènent ces gens. Des types qui ont 15 mentions, 20 mentions au casier judiciaire et qui continuent à délinquer et à comparaître devant un tribunal dont ils se moquent éperdument. Parce que notre justice aujourd'hui, selon vous, elle est forte avec les faibles, faible avec les forts et notamment avec les délinquants ? Notre justice ne sait pas faire mal à un délinquant. Elle ne sait pas le piquer, elle ne sait pas le faire souffrir, parce que dans la peine, il y a la pénibilité. La peine, ça doit être pénible. Et on fait tout pour que la peine ne soit pas pénible. Du sursis, des aménagements, du bracelet électronique, en détention, on fait tout pour que le détenu soit bien. Je suis actuellement en train de défendre un surveillant pénitentiaire qui a été agressé à Condé-sur-Sarthe dans une unité de vie familiale. C'est-à-dire qu'on donne un petit appartement au détenu pour qu'il puisse recevoir sa famille, on lui sert les repas qu'il commande. Enfin, à un moment, il faut faire machine arrière sur tout ça. Il faut des peines extrêmement courtes, très courtes. Moi, je pense que le choc carcéral, il arrive en 4 jours. Une peine de 4 jours, la première fois que vous comparaissez au tribunal, vous prenez 4 jours de prison ferme, vous allez dans une prison, vous n'avez pas de téléphone, pas de télévision, aucune source de plaisir, et vous ressortez de là au bout de 4 jours et on vous dit attention, maintenant que tu es passé une première fois, la prochaine fois ce sera 4 mois. Je pense que le délinquant décide que finalement le jeu ne vaut pas la peine. Est-ce qu'il faut également une condamnation minimum systématique lorsque la culpabilité est retenue ? Là aussi, c'est ce que propose Gérald Darmanin. Il ne faut surtout pas obliger les juges à faire quoi que ce soit, parce que c'est une administration, je vous le disais, déresponsabilisée, mais c'est aussi une administration qui réagit très vivement quand on essaie de la contraindre. Nicolas Sarkozy a essayé avec les peines minimales, avec les peines planchées, il s'est cassé les dents. On se casse forcément les dents si on essaye d'attaquer la justice. Il ne faut pas attaquer la justice, il faut travailler avec elle. Il faut réfléchir avec elle à des options, à des solutions qui permettraient de résoudre efficacement la difficulté que nous avons aujourd'hui, qui est l'exécution des peines. Parce que ça n'est pas tellement un problème de peine prononcée, c'est un problème d'exécution de la peine. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de magistrats, il y a notamment un syndicat qui travaille beaucoup à ça, et qui travaille à essayer de rendre plus efficace notre arsenal judiciaire, notre arsenal pénal, parce que tout le monde se rend compte que ça ne fonctionne pas. Oui. Mais ce n'est pas par l'incantation politique qu'on va réussir à résoudre ça, c'est par des mesures concrètes. Dernière question très rapidement, vous avez vu qu'une pétition de soutien à votre client a été lancée cette semaine par l'Institut pour la justice, déjà plus de 180 000 signatures, elle réclame son acquittement, c'est ce que vous demandez également. D'autres et on a cité notamment la mère de Naël et font part de leur soulagement après cette décision. Ça reflète en tout cas les débats qu'il y a dans notre société et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette justice, elle est contestée des deux côtés dans la rue. Oui, tout à fait. Elle ne satisfait plus personne et la loi n'est plus lisible et n'est plus affirmée. Voilà, c'est aussi une des conséquences de l'érosion de l'autorité de l'État dans notre pays. C'est que la loi ne devient plus un phénomène obligatoire parce que ça ne devient plus un phénomène compréhensible. Moi, je crois qu'on a vraiment tout intérêt à rapprocher le peuple de sa justice, à rapprocher le peuple de sa loi. Mais évidemment, lorsque la loi est votée par des gens qui se disent insoumis aux règles, ça devient un petit peu compliqué. On est dans une société un peu kafkaïenne. Merci beaucoup, maître Laurent-Franck Liénard. Le procès est donc ordonné mardi pourrait se tenir devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine au 2e ou au 3e trimestre 2026. C'est en tout cas ce qu'a précisé
le tribunal. On continuera bien sûr de suivre ce dossier. Un autre dossier que l'on suit là aussi attentivement, l'évolution de la situation pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Son comité de soutien multiplie les démarches, les déclarations pour tenter d'obtenir sa libération, pour le moment sans succès. Ça suscite en tout cas parfois des remous. C'est le cas avec l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Il est habitué d'ailleurs de ce plateau et il est ciblé ouvertement par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui l'accuse d'être devenu, je cite, un porte-parole de l'extrême droite. Alors pourquoi cette accusation? Que reproche-t-on à Xavier Driancourt? On en parle dans un instant avec la présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, Noëlle Lenoir. Il est, depuis maintenant près de 3 semaines, un mois, la cible régulière des interventions du ministre des Affaires étrangères qui le qualifie d'extrême droite, de porte-parole de l'extrême droite. Alors, je rappelle quand même 2 choses. D'abord qu'il il a une longue carrière au Quai d'Orsay. Il a été inspecteur général du Quai d'Orsay. Il a occupé plusieurs postes d'ambassadeur, dont les 2 postes d'ambassadeur en Algérie. Qu'il est évidemment consulté par l'ensemble des forces politiques au regard de cette expertise. Il a rencontré certes le Rassemblement national, mais il a rencontré les LR, il a rencontré Renaissance, il a rencontré le MoDem, il a rencontré le Parti Socialiste, donc on peut difficilement reprocher à quelqu'un qui, dans son domaine d'expertise, je veux dire, répond à des demandes et à des sollicitations de parlementaires. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est beaucoup plus grave, c'est que, et je terminerai par un 3e point qui est encore plus grave. Le 2e point, c'est que le ministre des Affaires étrangères, en prenant pour cible Xavier Driancourt, se fait le relais de l'argumentation du pouvoir algérien et de la presse algérienne. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, ancienne ministre chargée des Affaires européennes et présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. Vous publiez aujourd'hui dans le Figaro une tribune dans laquelle vous revenez sur les propos de Jean-Noël Barrot à l'égard de Xavier Driancourt et puis bien sûr sur la détention plus largement de Boualem Sansal. Son procès en appel doit se tenir à la fin du mois. On va en parler évidemment en détail. Avant de revenir sur tout cela, je voudrais dire juste quelques mots rapidement sur ce que nous évoquions, ce débat que nous évoquions avec maître Laurent Franck-Liénard à l'instant, cette polarisation de notre société qui s'exprime et notamment sur les questions judiciaires, les questions sécuritaires que vous connaissez très bien. Vous êtes membre honoraire, je le rappelle, du Conseil constitutionnel, vous êtes avocate de formation. Vous avez un regard avisé sur ces questions-là. Certains disent, notre justice, aujourd'hui, eh bien, elle ne fonctionne plus, elle déraille. C'est ce que disait à l'instant l'avocat que nous recevions sur ce plateau. Quel regard portez-vous sur ces questions-là? Alors moi, je ne veux pas agonir tous les juges ou tous les magistrats, les procureurs. Je pense que beaucoup cherchent une voie. Bon, premièrement, j'aime pas beaucoup soutenir cela, mais il y a un problème de moyens. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, pour les juges, notamment les plus jeunes, il y a un problème générationnel et de formation à l'École nationale de la magistrature. C'est-à-dire de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on forme nos magistrats en les poussant vers une forme de laxisme? Alors, c'est vrai qu'à l'école de la magistrature, les enseignements, depuis quelques années, reprennent un tout petit peu cette problématique d'extrême gauche entre les oppresseurs et les opprimés. Et les opprimés sont les jeunes délinquants. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une fausse appréciation de la part des juges sur la question de l'amendement, de la réhabilitation du jeune. Aujourd'hui, on est face à une délinquance des mineurs, et une délinquance des mineurs qui touche tous les citoyens, c'est-à-dire l'ensemble du territoire national, des villes de province particulièrement calmes qui sont attaquées parce que Bruno Retailleau a appelé à juste titre des barbares. C'est-à-dire le contraire de la civilisation, le contraire du respect d'autrui, sans lequel il ne peut pas y avoir de société qui fonctionne normalement et de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ces jeunes juges s'attachent à la personnalité du jeune, qui peut avoir 15 ans, ou qui peut avoir 16 ans, ou même être majeur, et qui en réalité est déjà un criminel en herbe. Et je pense que la sanction a une valeur pédagogique. La sanction, justement, est-ce qu'il faut, selon vous, instaurer des peines minimales, justement, dans le Code pénal? C'est ce que réclame Gérald Darmanin. Alors, peine minimale ou pas peine minimale, c'est vrai que la peine minimale, la peine plancher, comme vous le savez, en vertu d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel, il faut toujours laisser au juge une possibilité d'appréciation, c'est-à-dire que c'est une peine qui est une facilité et donc on doit en principe tenir compte de ce minimum, mais je crois que en droit constitutionnel il y a ce principe de l'individualisation, donc peut-être pouvoir descendre en dessous de la peine minimale. Par ailleurs, est-ce que pour une personne qui est habituée
à la délinquance? Est-ce que un séjour peut-être d'1 mois, 2 mois, peut-être 3, 4 mois en prison, est-ce que c'est vraiment ça qui va empêcher cette personne de récidiver? Je ne sais pas si ça va l'empêcher de récidiver, mais je pense qu'il y a une certaine acceptabilité par les citoyens de ce que représente la délinquance. On ne peut pas laisser sortir libres des jeunes qui sont venus pour détruire. On ne peut pas laisser sortir libres des sauvages qui ont attaqué des policiers. On ne peut pas laisser sortir libres des jeunes qui ont détruit des boutiques de commerçants et qui ont finalement ruiné ces commerçants. On ne peut pas, c'est impossible. La sanction pénale existe dans notre société et elle a sa fonction. Et je considère qu'elle a sa fonction de réhabilitation. Et d'ailleurs, si j'étais encore le directeur de cabinet du ministre de la Justice que j'ai été il y a très longtemps, oui, que lui diriez-vous ? Pierre Arpaillange, en 1988, je lui dirais qu'il faut avoir une vision plus globale de la peine. Moi, je serais pour un séjour court en prison avec une obligation de travail en prison, une sorte de travail d'intérêt général à l'intérieur de la prison. C'est déjà le cas dans certains cas aujourd'hui, mais pas suffisamment. À l'intérieur de la prison. Non, parce qu'on a ces traités internationaux sur l'interdiction du travail forcé, et donc c'est très difficile de faire admettre un travail forcé en prison. D'ailleurs, il y a beaucoup de chômage, y compris pour les prisonniers qui souhaiteraient travailler. Mais je dirais qu'il faut que la peine de la prison soit une peine éducative et également répressive. Et puis, je multiplierai les confiscations de biens, même ceux qui n'ont pas contribué dans leur usage à l'infraction, c'est-à-dire la voiture, c'est-à-dire le téléphone portable. Je pense que les peines pécuniaires sont extrêmement importantes. Et puis, dans l'éventail des peines, il faut également regarder les parents. Il y a eu, en l'an 2000, ou même auparavant, une proposition de loi de M. Nicolas Abou, député centriste, qui était député des Yvelines et quelqu'un de modéré, et qui proposait, quand à l'évidence il y a eu une défaillance dans l'autorité parentale, et pas seulement la complicité, mais une défaillance marquée, eh bien il faut toucher les parents. Il faut toucher les parents, et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une commission de réflexion avec des magistrats, des avocats sur ce point. En tous les cas, ce sont des pistes effectivement qui sont sur la table. Le message, en tout cas, est passé. On va reparler maintenant de Boualem-Sansal, parce que là aussi, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes, je le disais, présidente du comité de soutien. Vous publiez donc une tribune dans nos pages aujourd'hui, tribune coécrite avec Arnaud Benedetti, texte offensif dans lequel vous faites part de votre exaspération. Vous interpellez directement Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Il accuse l'un des membres du comité de soutien à Boualem-Sansal, Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, d'être le porte-parole de l'extrême droite. Vous posez cette question, est-il encore permis de critiquer la faiblesse de notre politique vis-à-vis d'Alger? Vous en doutez? Alors, les paroles, moi je connais bien Jean-Noël Barrot, j'ai absolument aucune animosité à son encontre, c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Mais vous l'interpellez assez vivement dans cette tribune. J'ai mieux connu son père, mais je pense que les attaques ad hominem d'un ministre des Affaires étrangères qui descend au rang de la politique politicienne, je dirais, d'un niveau extrêmement bas, et qui en plus est un mensonge. Parce que M. Driancourt n'est ni symboliquement, ni effectivement le porte-parole d'un parti qui d'ailleurs existe et qui a sa place en France, qui est le Rassemblement national. Et je trouve que ce n'est pas convenable. Et la raison pour laquelle, avec Arnaud Benedetti, nous avons publié cette tribune, c'est non seulement pour marquer le coup, parce que Xavier Driancourt est notre vice-président du comité de soutien, donc on ne pouvait pas laisser passer cette mise en cause. Ça vous a choqué que Jean-Noël Barrot dise comme cela que Xavier Driancourt n'est plus un diplomate et qu'il est un porte-parole de l'extrême droite? Mais bien sûr, ça nous a choqués. D'une part parce que c'est inexact, comme je viens de l'indiquer, mais aussi parce que nous considérons qu'il y a en France un principe qui est tout à fait illustré d'ailleurs par Boualem-Sansal, qui est incarcéré précisément parce que ses livres et ses propos, notamment sur les plateaux des médias, indisposent le gouvernement algérien. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il dérange? Eh bien, nous défendons la liberté d'expression et nous défendons notre liberté d'expression, et nous avons voulu aussi souligner le fait qu'un comité de soutien n'a pas vocation à se taire.
et que dans la mesure où notre soutien a à voir avec la liberté d'expression, eh bien nous-mêmes nous l'exerçons, puisque nous avons un modèle, et quel modèle, qui s'appelle Boualem-Sansal. Quel est le tort de Xavier Driancourt, Noël Lenoir ? Xavier Driancourt a écrit 2 remarquables ouvrages sur l'Algérie. Et il est venu ici d'ailleurs nous en parler sur ce plateau. Voilà. Il a une connaissance parfaite de l'Algérie. Il a été 2 fois ambassadeur dans ce même pays, ce qui est rarissime. Et il est un petit peu comme Boualem-Sansal, une espèce de lanceur d'alerte. Mais ce qu'il dit dérange Jean-Noël Barrot. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il dérange ? Oui. Eh bien, parce que, comme on l'indique dans la tribune, il y a eu une multiplication de gestes d'apaisement. Comme vous le savez, au gouvernement, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui, d'ailleurs, à mon avis, a gagné, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises pour refuser l'entrée d'anciens diplomates algériens qui n'avaient pas de visa. Et donc, il y a quand même un début de mesure. Et puis, il y a eu la menace de s'intéresser aux biens mal acquis par un certain nombre de hiérarques du pouvoir. Et par conséquent, cette ligne un petit peu plus ferme a gagné. Elle n'a pas totalement gagné. Nous, comité de soutien, nous n'avons rien à voir avec la politique intérieure française, nous n'avons rien à voir avec la politique étrangère française, mais nous avons un vice-président qui, lui, a énormément de contacts ici et en Algérie, et qui est un petit peu notre guide, et qui, de manière tout à fait modérée dans ses ouvrages, que je recommande d'ailleurs, notamment le dernier, Le double aveuglement, et qui indique simplement que vis-à-vis de l'Algérie, il faut avoir un rapport, je dirais, adulte, et non pas paternaliste, comme une ancienne puissance coloniale, ce qui lui est d'ailleurs reproché. Et c'est simplement ce message qui n'est pas admis. Ça n'est pas tout à fait normal. Nous avons des ambassadeurs qui étaient très pro-russes, qui étaient extraordinairement pro-russes, que je ne citerai pas, et qui étaient des chroniqueurs pratiquement sur Russia Today. On ne leur a jamais reproché de l'être. On ne va pas reprocher à Xavier Driancourt de s'exprimer. Il ne sort pas de la modération qui est la sienne. Il dit simplement qu'il y a des leviers et qu'il serait bon que ces leviers soient utilisés. Et il ne mélange pas disons, cette parole d'alerte, mais cette parole modérée, avec le soutien qu'il nous donne au sein de ce comité. Est-ce que vous avez il est un des meilleurs amis de Boualem-Sansal, d'ailleurs, vous le savez. Et il avait d'ailleurs dîné avec Boualem-Sansal la veille du départ de ce dernier en Algérie. Et c'est d'ailleurs ce que a reproché le président Tebboune, le président algérien, dans une interview début février à l'Opinion. Il avait cité directement Xavier Driancourt. Est-ce que, en ce sens, vous avez l'impression que Jean-Noël Barrot est tombé dans un piège, en tous les cas, qui se fait le relais quelque part de la rhétorique algérienne ? Oui, je pense qu'il n'a pas voulu aller si loin. Il a été exaspéré parce qu'on lui a cité un extrait du livre de Xavier Driancourt et que le Quai d'Orsay est dressé autour de cette personnalité, cette forte personnalité de Xavier qui dit la vérité. Il dit la vérité. Et je crois qu'il est allé beaucoup plus loin qu'il ne l'a envisagé. Et moi, j'aimerais, c'est un peu le message que je lui adresse ici devant vous, que finalement, il y ait une espèce de réconciliation, pas seulement avec l'Algérie, mais également avec Xavier Driancourt. Parce que la France doit être fière, comme l'Algérie, de Boualem-Sansal. Elle doit être aussi fière de Xavier Driancourt, qui représente ce qu'il y a de meilleur dans la diplomatie, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît parfaitement son dossier et qui a quand même un langage assez clair et un langage très pro-français. Vous appelez les 2 hommes à se parler. Jean-Noël Barrot devrait, je ne sais pas, téléphoner, recevoir Xavier Driancourt ? Mais bien sûr, selon vous ? Mais bien sûr, c'est évident. Alors, il nous a pas reçus. Mais enfin, on ne va pas lui demander rendez-vous maintenant. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il renoue avec un de ces diplomates qui est un fleuron de la diplomatie, comme d'ailleurs il y a d'excellents diplomates français. La France a une excellente diplomatie. Il n'y a aucune raison que l'un d'entre eux soit la bête noire du Quai d'Orsay, oui, au motif qu'il publie des bouquins sur ce qu'il connaît le mieux. Vous dites Jean-Noël Barrot ne nous a pas reçus. Vous parlez du comité de soutien à Boualem-Sansal. Quelles sont justement les relations que vous entretenez avec le Quai d'Orsay ? Est-ce que, quand vous dites cela, c'est un reproche ? Non, on a parlé, je pense que... Mais vous avez le sentiment de déranger ?
on a parfois le sentiment de déranger certains politiques. On a beaucoup parlé de Madame Hidalgo, qui effectivement s'est totalement détachée de ce dossier, après nous avoir promis monts et merveilles. Mais enfin, ce soir, par exemple, et ça je voudrais le souligner ici, nous avons un débat à 19h à la mairie du 3e arrondissement de Paris, donc je convie vos auditeurs, et le maire qui nous reçoit, c'est Ariel Veil, c'est-à-dire un maire socialiste. Comme vous le savez, les socialistes sont pas très pro Boualem Sansal, parce qu'ils ont mis des drapeaux palestiniens au siège du Parti socialiste, qui est quand même absolument ahurissant, et ils sont pas tout à fait pour une cause qui est celle de Boualem, qui alertait la France par amour de notre pays sur les risques du basculement islamiste, comme celui qui a été connu durant la guerre civile en Algérie. Et je trouve qu'il y a un bon relais chez les maires, il y a un bon relais à l'Assemblée nationale et au Sénat, et je pense que Jean-Noël Barrot, qui est quand même quelqu'un de valeur, devrait effectivement passer un petit coup de fil, au moins un petit coup de fil à Xavier Driancourt. Vous dites dans votre tribune publiée dans le Figaro aujourd'hui, vous dites ceci: nous savons pertinemment que si Boualem Sansal est libéré, c'est en raison du bruit et de la mobilisation de terrain qui perdure notamment dans les villes de France pour dénoncer son incarcération inique. En creux, dites-moi si je me trompe, mais vous dites s'il est libéré un jour, ça ne sera pas grâce au gouvernement. Ce sera grâce à tout le monde. Je pense que quand il sera libéré, ce que l'on souhaite, tout le monde va s'approprier la paternité de sa libération. On n'a absolument pas... il y a certainement des efforts qui sont faits au niveau du Quai d'Orsay, mais qui se conjuguent finalement avec une volonté d'effacer toutes les humiliations et les injures. Certains disent, en tout cas, moi je n'attends plus rien des pouvoirs publics sur ce dossier. C'est ce que disent certains. Nous sommes le comité de soutien, donc on soutient. Ce que nous savons de sources sûres, c'est qu'il y a des tensions et des divisions au sein du gouvernement algérien, et que le fait que le dossier, entre guillemets, Boualem Sansal, qui commence à gêner quelque peu le pouvoir parce qu'il est trop visible, fait qu'il y a certains qui sont partisans de sa libération. Et il y a des tensions, même au sein des services secrets, puisque vous aurez noté qu'avant-hier, il y a un dignitaire, chef de la sécurité militaire et donc des services secrets algériens à l'ambassade d'Algérie en Italie, qui a fait défection avec toute sa famille pour la Suisse. Et donc, ça bouge beaucoup au sein du gouvernement algérien, d'autant qu'il y a une crise économique et sociale absolument épouvantable, avec un jeune Algérien qui a voulu s'immoler devant le ministère de la Justice. Donc, le cas Boualem Sansal est un des cas douloureux de ce pays, et nous sommes absolument convaincus que nous avons joué notre rôle, et on espère qu'il y a d'autres qui ont joué un rôle, comme par exemple Bruno Retailleau et sans doute beaucoup. Le Quai d'Orsay. Et le procès, en tous les cas, de Boualem Sansal doit se tenir d'ici à la fin du mois. Vous appelez toujours à une grâce présidentielle également s'il n'était pas libéré à l'occasion de ce procès. Merci beaucoup, Noëlle Lenoir, présidente donc de ce comité de soutien, à retrouver dans les pages du Figaro, donc aujourd'hui et sur le Figaro.fr, votre tribune. Jean-Noël Barrot est-il encore permis de critiquer la faiblesse de notre politique vis-à-vis d'Alger? La voici, vous la retrouvez dans les pages du Figaro Vox. On va retrouver un petit peu plus de légèreté à présent, parce que c'est quand même la sensation de la semaine, la sensation des 2 dernières semaines, même que vous soyez passionné ou non de tennis. Vous avez sans aucun doute entendu parler de Louise Boisson. Elle a vécu une épopée absolument formidable à Roland-Garros en se hissant en demi-finale du Grand Chelem parisien. On va en parler. On va également revenir plus largement sur cette édition 2025 déjà historique, marquée évidemment par les adieux à Rafael Nadal, par la retraite également de Richard Gasquet. Nelson Montfort connaît les coulisses de Roland-Garros comme sa poche. Il est avec nous dans un instant. On écoute avant cela les fans de Louise Boisson, propos recueillis par l'AFP dans son ancien club de Rieux-la-Pape. Beaucoup de pression, l'accumulation des matchs. Je pense qu'effectivement, puis il faut reconnaître que Coco Gauff, elle rate rien, quoi. Donc non, il n'y a pas eu match, c'est dommage. Mais quel parcours pour Aloïs, vraiment, c'est fantastique. Je suis un petit peu déçu, mais en même temps, je suis, satisfait, parce qu'elle a fait quand même un super parcours. Je pense que son match d'hier l'a quand même pas mal épuisé. Elle a puisé dans ses réserves, ça se voyait sur le court, elle n'avait pas réellement de ressort. On sentait qu'elle était un peu fatiguée, vraiment très fatiguée. Mais je suis très content du parcours qu'elle a fait. On est un peu déçu, un peu de déception, un sentiment un peu d'inachevé, mais bon, Loïs a tout donné et je crois que elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait et on peut être que fier de ce qu'elle a fait. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Timothée, bonjour.
Édition Roland-Garros 2025 déjà historique, à plus d'un titre qui est en train de se dérouler, édition assez particulière pour vous également, à titre personnel d'ailleurs, hein. C'est la première fois depuis plus de 30 ans que vous vivez ce Roland-Garros dans la peau d'un supporter, dans la peau d'un passionné. C'est ce qui me permet d'être avec vous ce matin. Et c'est ce qui nous permet, voilà, absolument, c'est ce qui vous libère ce matin. Voilà. Vous n'êtes plus l'intervieweur de terrain que vous avez été pendant de nombreuses années. Je sais pour autant que vous n'avez pas raté une miette du tournoi. Hein. Oui, alors déjà la première chose, c'est que c'est ma décision également. Donc je trouvais qu'après 30 ans, un chiffre rond, c'était bien. Après la fin des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, les Jeux Paralympiques également, je trouve qu'il était temps de tourner une page. Je travaille désormais avec Michel Drucker, que vous avez reçu d'ailleurs ici il n'y a pas très longtemps. J'ai vu ça, je suis très très heureux. Et puis voilà, je développe une pièce de théâtre et puis une activité littéraire également. Donc je suis franchement un homme heureux. Michel Drucker a retrouvé effectivement dans le TV Mag. Vous le vivez quand même forcément différemment. Qu'est-ce que ça change? Vous le vivez en tant que femme, en tant que fan, pardon. Est-ce que, eh bien, par exemple, vous laissez plus de place à vos émotions lorsque vous regardez ce qui se passe sur le court? Ça, c'est une très bonne remarque, parce que vous savez, quand on commente, quand on interview, etc., il faut forcément garder cette objectivité. Un peu de recul. Voilà, cette objectivité journalistique. Il y a une chose, je vais peut-être même faire une petite confidence devant vos téléspectateurs. Mais je vous en prie, apparemment, les journalistes n'ont pas le droit d'applaudir dans les tribunes de presse. Alors moi, il se trouve que j'étais l'exception, parce que à partir du moment où on vit un match, je pense qu'on a quand même le droit de se lever et d'applaudir, mais on applaudit les deux. On n'applaudit pas seulement les joueurs français, on applaudit également ses adversaires. C'est Tony Nadal, l'entraîneur historique et oncle de Rafa, qui m'a appris ça, où je le voyais applaudir, mais chaleureusement, les points des adversaires de Rafa. Belle leçon. Et donc, moi, journaliste certes, mais enthousiaste avant tout. Est-ce que vous diriez que vous vivez les matchs encore plus intensément aujourd'hui? Oui, sans doute, parce que justement, il n'y a pas ce contrôle de soi. C'est vrai que la progression de la petite Dijonnaise là, a été vraiment fantastique, même si je pense qu'on va aborder ça. Hier, la barre était tout simplement trop haute. Face à Coco Gauff, effectivement, en demi-finale, l'américaine numéro 2 mondiale, justement, c'est la sensation de cette édition 2025, Loïs Boisson, 22 ans, 361e joueuse mondiale au début du tournoi. Elle n'avait jamais participé à un grand chelem avant ce Roland-Garros, et elle s'est donc hissée jusqu'en demi-finale. On parlait d'émotion, là, c'est de l'émotion à l'état pur. Oui, elle s'était fait connaître, entre guillemets, au récent tournoi de Saint-Malo, qui n'a pas grand-chose à voir avec Roland-Garros. C'est une précision importante, c'est que c'est un tournoi sur terre battue, parce que rares sont les tournois sur terre battue. Et là, effectivement, ça l'a mis un petit peu en confiance. Alors de là, imaginer effectivement une place en demi-finale, c'était tout simplement, au vrai sens du mot, inimaginable. Maintenant, il va falloir confirmer. Je dirais que maintenant, le plus dur commence. Et on va effectivement en parler, parce qu'il y a Wimbledon qui arrive. Vous avez souvenir d'une telle épopée aussi inattendue comme cela? Je ne crois pas. De 360e à demi-finale, il y a eu plusieurs fois, plus d'ailleurs chez les garçons que chez les filles, des joueurs, pour remonter très loin en arrière, John McEnroe, qui n'était pas tête de série, qui avait été jusqu'en demi-finale Wimbledon avant de le remporter 2 ou 3 années après, mais c'est très très ancien. Aujourd'hui, le champ de joueurs fait que c'est un exploit quasi impossible. C'est pour ça que, chapeau à elle, d'autant qu'elle n'a quand même pas battu, déjà, elle a battu, l'américaine Pegula n'est pas une spécialiste de terre battue, soit, mais enfin, elle est quand même numéro 3 mondial. Voilà, en revanche, la petite russe, Andreeva, elle est toujours une spécialiste de terre battue. Numéro 6 mondial. Très convaincante. Ouais. Et donc 2 top 6, effectivement, en 2 jours. Est-ce que pour autant, ce parcours vous a surpris, Nelson Montfort? Parce que, oui, ça vous a surpris. Parce que quand on écoute ce que disent, et notamment les meilleurs, les plus grands classés, ils disent, mais quand on la voit jouer, en réalité, elle a le niveau des meilleurs. Elle a le niveau pour percer sur le long terme. Timothée, qui peut dire, alors évidemment, avec le recul, on peut dire, oui, je vous l'avais dit. Alors moi, en l'occurrence, je vous l'avais pas dit. Je suis très humble. Vous avez le mérite de l'honnêteté, Nelson Montfort. Oui, ça me semblait impossible de... Puis c'est là, parce que si son parcours s'était arrêté en 8e de finale, ce qui aurait déjà été très bien. Un exploit. C'est déjà un exploit. Mais bon, là, aujourd'hui, elle serait à peu près oubliée, ou on passerait à autre chose. Alors que là, demi-finale, mais encore une fois, on va se souvenir encore, on va encore parler d'elle. Maintenant, il va falloir, je me répète un petit peu, mais confirmer, ça c'est ce qui est le plus difficile. Et elle a demandé effectivement une wildcard, donc une invitation pour le tournoi sur gazon de Wimbledon, effectivement, à Londres. Qu'elle obtiendra très vraisemblablement, effectivement. Ce qui est certain, c'est qu'elle a conquis le public français. L'ambiance était incroyable, encore hier soir sur le cours Philippe Chatrier, le cours central. C'est la première fois qu'une Française se hisse en demi-finale depuis 2011. C'était Marion Bartoli à l'époque. Est-ce que vous diriez qu'elle a peut-être réconcilié le public français avec le tennis? Parce que c'est vrai que c'est un peu la disette quand même depuis quelques années.
Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, d'ailleurs. Absolument. Parce que chez les garçons, il faut remonter à, je ne sais pas, quasi au calendrier grec pour trouver un Français en deuxième semaine. Donc ça ne veut pas dire quart, ça veut dire 16e ou 8e de finale. Et cette année, malheureusement, n'a pas fait exception à la règle. Chez les filles, c'est presque pire. La dernière victoire, là, vous me parlez de demi-finale, mais la dernière victoire, je crois, c'est Marie Pierce en 2000. C'est bien ça. Absolument. La franco-américaine. Quand elle gagnait, elle était française. Et quand elle perdait, elle était américaine. Là, donc ça fait 25 ans. Oui. Alors j'espère qu'il ne va pas falloir attendre 25 ans pour voir. Non, c'est pour ça, si c'est 25 ans, ça ne pourra pas être Loïs. Ça pourrait être peut-être une. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, oui, c'est le public a été totalement derrière. Je ne pense pas qu'elle aurait battu. Pegula, elle l'avait bien, mais Andreeva, je ne pense pas qu'elle l'aurait battu sans l'appui du public. Je ne pense pas. On parle de cette 10e édition marquée également par les adieux de Caroline Garcia, la retraite également de Richard Gasquet. On va parler bien sûr de Nadal, mais pour le public français en tout cas, est-ce que la relève est là? Parce que Loïs Boisson, c'est absolument magnifique, c'est un parcours exceptionnel, mais vous l'avez dit, il va falloir confirmer, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt quand même sur cette édition? Je pense que côté français, oui. Côté français, on ne peut pas dire que ce soit un tournoi qui recèle beaucoup de satisfaction. En dehors de Loïs, je n'en vois pas. Maintenant, le sport, le tennis est un sport, et c'est ce qui fait la maturité extraordinaire de ce sport, qui peut se suivre sans le drapeau. C'est-à-dire que je pense que là, cet après-midi, Alcaraz, Musetti, grand là pour le coup. Oui. Et puis derrière, l'inaltérable Djokovic, l'infatigable Djokovic, 39 ans bientôt, qui est encore en demi-finale. Et allez savoir, parce que bon, Jannik Sinner est légèrement favori, mais allez savoir. Oui. On va suivre ces demi-finales, même s'il n'y a pas de Français, avec beaucoup, et idem chez les filles, la finale de demain. Donc, et ça, c'est intéressant de le noter, parce que peu de sports sont comme ça. Les sports d'équipe, le football, le rugby, si vous ne mettez pas le drapeau, c'est moins. Le tennis n'est pas comme ça. Et le public n'est pas comme ça. Et ça, c'est bien. Et il y en a un, en tous les cas, qui lui transcende totalement tous les drapeaux, bien évidemment, c'est Raphaël Nadal. On a suivi ce moment. J'aime bien votre expression, il transcende les drapeaux, c'est exactement ça. C'est cela, en tout cas, pour Raphaël Nadal. On a vu cette ovation absolument incroyable du public français sur le court central au début de ce tournoi, avec également les trois autres immenses que sont Roger Federer, Raphaël Nadal et Andy Murray. Vous y étiez, Nelson Montfort, racontez-nous un petit peu l'ambiance. Il y avait une ambiance formidable, il y avait, vous savez, tous les t-shirts avaient été distribués au public. J'ai un petit peu regretté qu'apparemment la moitié de ces t-shirts aient été revendus dans le commerce. Ça, c'est pas bien. Je pense que nous sommes d'accord. Je sais pas, moi, il me semble que si je vois un t-shirt... on a envie de le garder, on a plutôt envie de le mettre en grand dans son salon. Voire même dans une sorte de vitre et tout. Enfin, c'est comme ça. Ça, c'est ainsi, c'est sans doute la nature humaine. Mais en tous les cas, c'est une page très importante qui se tourne pour Roland Garros. J'ai jamais vu un tel hommage, même à Wimbledon pour Pete Sampras ou pour Novak Djokovic qui ont gagné, ou même pour Federer. Non, là, c'était un très très joli moment. Une génération en tout cas qui s'en va. La question, c'est qui pour les remplacer, qui pour les regarder également, Nelson Montfort, parce que on connaît votre passion pour le tennis, bien évidemment, mais est-ce que c'est le cas des jeunes aujourd'hui? Je vous propose d'écouter une parole qui compte dans le tennis. L'entraîneur star, Patrick Mouratoglou, il a notamment entraîné l'américaine Serena Williams pendant près de 10 ans. Il était sur le plateau de Point de Vue la semaine dernière. Je critique pas le tennis parce que je l'aime. Je suis un fan historique du tennis, parce que la fanbase du tennis a été créée dans les années 70 et les années 80. La fanbase a 61 ans aujourd'hui et vieillit chaque année, et il est impérieux pour le tennis de renouveler cette fanbase et d'aller séduire les jeunes. Aujourd'hui, le tennis, de par son format, ne séduit pas les jeunes. Les jeunes, ils font plus du padel que, par exemple... Alors ça, c'est la pratique, mais ils ne regardent pas de tennis, tout simplement parce que c'est trop long, c'est trop lent, ça ne répond pas au code de consommation d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Nelson Montfort, avec ce que dit Patrick Mouratoglou? Le tennis est-il devenu trop lent pour séduire de nouveaux publics et notamment les jeunes? Alors c'est très intéressant ce que dit Patrick, ce qui ne m'étonne pas de lui, parce que j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour lui. Mais là, il y a deux écoles qui se confrontent et qui se confrontent de plus en plus. Il y a l'école classique, effectivement, que dénonce, entre guillemets, Patrick, et puis il y a les jeunes. Ce qu'il dit sur le tennis est valable pour tous les sports. C'est vrai qu'on ne s'installe plus dans une durée de 3-4 heures pour voir des matchs ou quel que soit le sport.
On dit la même chose d'ailleurs même pour le foot qui dure 1h30, 1h45 en comptant l'habitant. Et aujourd'hui, il y a des débats et des gens qui disent qu'il faudrait réduire, raccourcir la durée d'un match. Je pense que là, peut-être c'est encore un peu trop tôt. Là, en tout cas, il y a une tentation qui est très forte en tennis, c'est de réduire même les tournois du Grand Chelem qui sont les derniers à se disputer au meilleur des 5 manches, de les réduire au meilleur des 3 manches. Et vous pensez bien, comme les filles d'ailleurs, vous pensez bien que tous les joueurs sont d'accord. Bah oui, parce que forcément ils se fatigueront beaucoup moins. Toutes les diffuseurs sont également d'accord. Parce qu'un match qui dure 4 à 5 heures est très très difficile pour les programmateurs, si vous voulez. Donc là, je pense que d'ici 5 ans, j'en prends le pari, on se reverra peut-être à ce moment-là, je pense que les grands tournois, peut-être pas la finale, mais se disputeront au meilleur des 3 manches. Ça, j'en suis quasi... Je pense que Patrick semble l'introduire dans ses propos. Vous pensez que c'est une piste qui ira au bout? En tous les cas, elle recueillera l'assentiment des joueurs. Ah bah forcément. Ce seront les premiers qui vont dire oui. Si on leur demande de jouer 2 heures à la place de 4 heures et de gagner la même somme, ils vont forcément dire oui, bien sûr. L'enjeu Nelson Montfort, c'est également de faire émerger des nouvelles stars. Est-ce qu'aujourd'hui, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Zverev par exemple, est-ce que ça fait autant rêver aujourd'hui que Djokovic, Nadal, Federer? J'ai l'impression que la réponse est dans la question. Là. Je vous le confirme. Oui, je pense que Carlos Alcaraz... Non, mais c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables quand on voit Rafael Nadal qui va remporter son 14e Roland Garros avec aussi un panache, une manière de jouer. Yannick Sinner, bon, ça fait peut-être un peu moins rêver. Je ne sais pas si c'est votre avis. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a des études qui sont sur ce fameux mot qui est le charisme, qui est un mot d'origine de grec antique. Oui. C'est vrai qu'Yannick Sinner est un très très grand joueur, mais il n'a pas encore, je dis encore, parce que peut-être que ça va venir, mais il n'a pas encore du tout le charisme de Rafa. Parce que Rafa, je l'appelle Rafa, parce que mais lui, dès le début, avait ce charisme quand il était, vous savez, bien en indien, avec son bandeau. Et puis qui sautillait comme ça avant le début de chaque match. Voilà, c'était... Non, Rafa, je pense, est le plus grand joueur, pour moi, le plus grand joueur en tout cas de l'après-guerre. C'est par son palmarès, bien sûr, mais également par son attitude. Voilà. Et c'est vrai qu'un Rafael Nadal, on ne le remplace pas comme ça au pied levé. Donc, pour répondre directement à votre question, il y a un ou deux Américains, je pense à Fritz, là, qui a une certaine... qui a Taylor Fritz, qui a un certain... Beaucoup de caractère. Oui, il a beaucoup de caractère. La terre battue n'est pas sa surface, mais Fritz est un vainqueur potentiel de Wimbledon. Donc, à partir de là, ça pourrait... Fritz, peut-être, aurait cette... Il y en a un ou deux, mais vous voyez, j'ai du mal à... Peut-être le grec Tsitsipas, qui a un physique, qui a tout ce qu'il faut, il a tout sauf le fait de réussir dans les grands tournois, parce qu'il a gagné 3 fois Monaco, mais là, à Roland-Garros, ça s'arrête prématurément, voilà. C'est amusant que vous parliez de Taylor Fritz, parce que justement, je me souviens qu'il y a quelques années, il avait été un petit peu secoué par le public français, ça s'était pas très bien passé, et justement, eh bien, vous devancez ma question suivante. Qu'est-ce qui fait que le lien passe entre un joueur et le public français? Vous évoquiez Nadal, lui c'est tout l'inverse, lui ça s'est passé tout de suite, effectivement. Le public français, il n'est pas réputé des plus chaleureux. C'est vrai, c'est vrai. Je suis bien obligé de vous le dire. Quand il prend un joueur en grippe, parce que c'est souvent de ça qu'il s'agit, c'est difficile pour lui de s'en défaire. Ça, vous l'avez senti pendant toute votre carrière. Le public français est particulièrement exigeant. Mais c'est même parfois arrivé avec des joueurs français. Oui, absolument. Le public français prenne un joueur français en grippe. Je pense que Joe Wilfried Tsonga, que vous connaissez très bien, n'a pas que des bons souvenirs du tournoi de Roland-Garros. Même Gaël Monfils au départ. Après, ça c'est maintenant à 38-39 ans, il est aimé de tous. Mais mon fils, quand il est arrivé au départ, vous savez, avec sa casquette, enfin son jogging, la cagoule sur la tête, etc. C'était pas le public conservateur dont parle Mouratoglou n'aimait pas trop ça. Donc voilà, c'est vrai que capter l'amour, puisque c'est de ça qu'il s'agit, capter l'amour du public n'est pas donné à tous. Dernière question, Nelson Montfort. Finale femme demain après-midi, finale homme dimanche après-midi. Votre pronostic sur les vainqueurs? Finale femme, le côté cœur, j'aimerais bien que Coco Gauff l'emporte. Ça, malgré sa victoire face à Louise Bresson. Alors c'est drôle que vous disiez ça, parce qu'il y a deux attitudes possibles. Quand on est battu par une joueuse, on peut souhaiter peut-être qu'elle aille le plus loin possible. Là, le plus loin possible, c'est encore un match à gagner. Ou alors on peut au contraire souhaiter que son adversaire vous venge, entre guillemets. Voilà. Donc là, il y a deux attitudes possibles. Mais vous, en tous les cas, votre cœur balance pour... oui, pour je trouve qu'elle a beaucoup de... Vous savez que c'est une superstar aux États-Unis, Coco Gauff. Et chez les garçons, je pense que Carlos Alcaraz a de bonnes chances de défendre son titre. Eh bien, écoutez, en tous les cas, le pari
pari est lancé et on suivra cela avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Nelson Montfort. Je mentionne votre cahier d'été, un été sport avec Nelson Montfort, c'est très ludique et puis c'est l'occasion de faire la tour parce qu'on a parlé de tennis mais il n'y a pas que le tennis évidemment. J'aperçois notamment, je crois que c'est Usain Bolt bien évidemment qui est ici. J'aperçois également beaucoup d'autres joueurs. Il y a du handball, du foot, du rugby, du badminton peut-être. Bon, bref. Féminin également, parce que je donne une large place au sport féminin dans ce cahier de vacances qui est absolument très, très ludique. Et c'est à retrouver en tous les cas en kiosque, c'est sympa, c'est à faire bien évidemment pour la plage. Merci beaucoup Nelson Montfort. Et puis finale bien entendu donc à suivre demain pour Roland Garros femmes et puis dimanche pour Roland Garros hommes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon match à tous les amoureux de tennis. Point de vue revient bien sûr lundi.